Carlos Santana a été salué pendant des décennies comme un maître de la guitare, un homme dont le son a défini des générations entières et relié des cultures. Mais derrière les projecteurs, les tournées à guichets fermés et les trophées Grammy, il existe une autre histoire, faite de combats que la plupart des fans n'ont jamais vus. Pendant des années, Santana a porté une douleur cachée, des trahisons profondes et des moments de désespoir qui l'ont poussé au bord du gouffre. Aujourd'hui, alors qu'il approche de 80 ans, son histoire ne parle pas seulement de musique et de triomphe, mais aussi de cicatrices, de regrets et du poids d'une vie vécue entre gloire et chagrin. Voici le côté méconnu de Carlos Santana. Enfance au Mexique et à Tijuana. Carlos Santana est né le 20 juillet 1947 dans la petite ville d'Outland de Navarro, dans l'État de Jalisco, au Mexique. Son père, José, était un violoniste de mariachi respecté qui introduisit la musique au sein du foyer dès le départ. À seulement 5 ans, Carlos apprit le violon, et à l'âge de 8 ans, il passa à la guitare, guidé par les leçons de son père. La musique n'était pas seulement un divertissement pour les Santana, c'était une question de survie. La pauvreté était constante et chaque enfant devait contribuer. Carlos et ses frères et sœurs vendaient des chewing-gums, ciraient des chaussures et interprétaient des chansons folkloriques mexicaines pour aider la famille à joindre les deux bouts. En 1955, alors que Carlos avait 8 ans, la famille déménagea à Tijuana, une ville frontalière chaotique, animée par les touristes, les boîtes de nuit et des tentations sans fin. Pour le jeune Carlos, Tijuana était un monde de contradictions. D'un côté, c'est là qu'il découvrit sa passion pour le rock et le blues. De l'autre, il y fut exposé à des épreuves qu'aucun enfant ne devrait connaître. Sa mère l'emmena voir les TJs, un groupe local de rock and roll dirigé par Javier Batiz, et leur son électrique brut fut une révélation. Santana les rejoignit rapidement, d'abord comme roadie, puis comme bassiste, avant de passer à la guitare. Les TJs lui firent découvrir les œuvres de T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry et Howlin' Wolf. Ces sonorités transformèrent son ADN musical à jamais. Mais la vie à Tijuana avait aussi son côté obscur. À seulement 14 ans, Carlos travailla dans des clubs de striptease, gagnant 9 $ par semaine en jouant de la guitare pendant que les danseuses se produisaient. Il admit plus tard que, bien que l'environnement fût perturbant pour un adolescent, c'était aussi là qu'il apprit la discipline musicale, en expérimentant avec le blues et les rythmes latins, mélangeant les influences pour créer quelque chose d'unique. Pourtant, cela eut un prix. Santana fut témoin de violence, de corruption et de désespoir chaque soir, des expériences qui laissèrent des cicatrices émotionnelles. Avec du recul, il déclara un jour que, dans de tels lieux, la chose la plus sensuelle, c'est l'innocence, laissant entendre combien cette exposition précoce à l'obscurité avait façonné sa vision du monde. La vie familiale n'était pas plus simple. Santana entrait souvent en conflit avec ses parents, surtout après la décision de quitter Tijuana pour s'installer une nouvelle fois, cette fois à San Francisco, en Californie. Carlos ne voulait pas partir. Il détestait l'idée de recommencer dans un nouveau pays, d'apprendre l'anglais et de s'adapter à ce qu'il appelait des écoles américaines ennuyeuses. Ce déménagement le laissa trahi, isolé et en colère. Son ressentiment s'accrut encore lorsqu'il découvrit que sa mère avait utilisé l'argent qu'il avait soigneusement économisé pour ses papiers d'immigration et une nouvelle guitare afin de payer le traitement dentaire de sa sœur et le loyer. Santana fut anéanti. Avec seulement 20 $ restants, il s'enfuit à Tijuana, revenant dans les mêmes clubs qu'il pensait avoir quittés. Pendant près d'1 an, il se coupa de sa famille, vivant selon ses propres règles, jusqu'à ce qu'il le retrouve et le force à revenir aux États-Unis. San Francisco, Woodstock et les premiers grands revers. Lorsque la famille de Carlos Santana s'installa finalement dans le Mission District de San Francisco au début des années 660, le jeune guitariste était encore loin de la légende qu'il deviendrait un jour. La vie était d'abord une question de survie. Il lavait la vaisselle au TikTok Drive-In,
travaillant de longues heures, les mains endolories par le récurage des assiettes. Les maigres salaires couvraient à peine le loyer et la nourriture. Mais il économisait ce qu'il pouvait. Déterminé à poursuivre deux rêves, obtenir la résidence légale aux États-Unis et s'offrir une véritable guitare. Le Mission District n'était pas seulement un quartier ouvrier, il vibrait d'échanges culturels. Musiciens folk, jazzmen et chanteurs de blues animaient les parcs et les clubs. Pour Santana, les rues devinrent une salle de classe. Il écoutait, absorbait et fusionnait ses influences avec les rythmes latins de son enfance. En 1966, le destin commença à tourner. Santana croisa le clavier Gregg Rolie, le bassiste David Brown, le percussionniste Marcus Malone et le batteur Rod Harper. Ensemble, ils formèrent le Santana Blues Band. Leur son était brut, énergique et sans équivalent sur la scène de San Francisco. Un mélange de rock, de percussion latine, d'improvisation jazz et de blues profond. Très vite, leurs concerts commencèrent à attirer l'attention. Parmi ceux qui remarquèrent le groupe se trouvait Bill Graham, le puissant promoteur de concerts qui gérait des groupes comme Jefferson Airplane et les Grateful Dead. Graham devint l'un des premiers soutiens de Santana, les programmant au Fillmore Auditorium et faisant connaître leur nom dans toute la baie. Mais alors que le succès semblait à portée de main, Santana fut frappé par un sérieux revers. Au printemps 1967, alors qu'il était encore au lycée et menait son jeune groupe, il fut diagnostiqué avec la tuberculose. La maladie l'obligea à passer 3 mois à l'hôpital général de San Francisco. Les traitements étaient éprouvants, injection de pénicilline, puis, quand son corps résista, douloureuses piqûres de streptomycine qui le laissèrent incapable de s'asseoir pendant des semaines. Même à l'hôpital, Santana refusa d'abandonner ses ambitions. Il travailla avec un tuteur pour finir ses cours et obtint son diplôme tout en étant encore sous soins médicaux. Ce fut une épreuve d'endurance qui marqua sa capacité à surmonter l'adversité à maintes reprises. En 1968, Santana retrouva ses forces et était plus déterminé que jamais. Le groupe, désormais simplement appelé Santana, devint un pilier de la scène musicale de San Francisco. Leur grande chance arriva en 1969, lorsque Bill Graham réussit à leur obtenir une place au festival de Woodstock. À l'époque, le groupe n'avait ni tube ni album majeur sorti. Ils étaient donc pratiquement inconnus des près d'un demi-million de spectateurs. Pour aggraver les choses, Santana admit avoir pris des psychédéliques plus tôt dans la journée, pensant que le groupe jouerait tard dans la nuit. Au lieu de cela, ils furent propulsés sur scène l'après-midi. Ce qui suivit fut l'une des performances les plus légendaires de l'histoire du rock. Leur version de 11 minutes de Soul Sacrifice transforma le groupe anonyme en star du jour au lendemain. Santana raconta plus tard qu'il avait l'impression que sa guitare s'était transformée en serpent se tordant dans ses mains, mais il lutta contre les hallucinations et joua avec une passion inébranlable. Le concert fut immortalisé dans le film et la bande originale de Woodstock, exposant le groupe à des millions de personnes qui n'avaient même pas assisté au festival. En quelques semaines, le premier album de Santana sortit et grimpa dans les classements avec des morceaux comme Evil Ways. Le succès fut fulgurant, mais les pressions immédiates. En 1970, le deuxième album du groupe, Abraxas, offrit des tubes majeurs comme Black Magic Woman et Oi Como Va. Il se hissa au sommet du classement Billboard et y resta 6 semaines, atteignant finalement le quintuple disque de platine. Santana n'était plus seulement un héros local de San Francisco, mais une star internationale du rock. Pourtant, derrière ce triomphe, des tensions apparaissaient. Les membres du groupe divergeaient sur la direction musicale. Certains voulaient s'orienter vers le hard rock, tandis que Santana était de plus en plus attiré par le jazz, la spiritualité et l'expérimentation. Ces conflits, combinés aux tournées épuisantes et aux tentations de la route, allèrent bientôt commencer à tout déchirer. Jazz fusion, spiritualité et fondation qui s'effritent.
Après l'immense succès d'Abraxas en 1970 et de Santana III en 1971, Carlos Santana semblait inarrêtable. Son groupe remplissait des arènes, dominait les classements et définissait un nouveau style de rock latin qui inspirait des musiciens partout dans le monde. Mais intérieurement, Santana était agité. La gloire et l'argent ne lui apportèrent pas la paix. Au contraire, ils accentuaient le vide qu'il portait depuis l'enfance. Alors que ses camarades de groupe voulaient s'orienter vers un hard rock plus commercial, Santana regardait ailleurs. Il était attiré par des musiciens de jazz comme Miles Davis, John Coltrane et le guitariste hongrois Gábor Szabó. Leurs improvisations lui parlèrent d'une façon que les succès radiophoniques ne pouvaient égaler. En 1972, ce changement d'intérêt le mena à l'un des choix les plus audacieux de sa carrière. Avec le batteur Michael Shreve, il recruta de nouveaux musiciens, remplaçant plusieurs membres historiques. Le résultat fut Caravansérail, un album largement instrumental, expérimental, marqué par l'influence du jazz fusion. Les dirigeants de Columbia Records furent horrifiés. Clive Davis, patron du label, prévint Santana que sortir ce disque serait un suicide commercial. Les fans, habitués au refrain entraînant de Evil Ways ou Oi Como Va, risquaient de ne pas le suivre dans ses paysages jazz abstraits. Mais Santana refusa de reculer. Caravansérail sorti fin 1972, atteignit le top 10 du Billboard et, avec le temps, reçut les éloges de la critique comme l'une de ses œuvres les plus audacieuses. Le prix à payer fut lourd. Gregg Rolie et Neal Schon, deux membres essentiels, quittèrent le groupe après l'album. Ils fondèrent ensuite Journey, qui devint un géant commercial. Santana se retrouva à la tête d'un groupe en perpétuel changement, où les départs et arrivées étaient constants. L'unité qui avait fait la force des débuts avait disparu. Au même moment, la vie personnelle de Santana prit un tournant. En 1973, présenté par le guitariste John McLaughlin, il rencontra le maître spirituel indien Sri Chinmoy. Fasciné par sa philosophie de méditation et de discipline, Santana se rasa la barbe, coupa ses cheveux et adopta pleinement ses enseignements. Chinmoy lui donna le nom spirituel Devadip, la lampe, la lumière et l'œil de Dieu. Pendant près d'une décennie, Santana s'abstint de drogue, tenta de vivre dans la chasteté et se consacra à des exercices spirituels. Avec McLaughlin, il enregistra l'album Love, Devotion, Surrender en 1973, directement inspiré de ses croyances. Cette période lui apporta des moments de clarté, mais creusa aussi des fossés. Certains amis et musiciens ne comprenaient pas sa dévotion stricte, et le public se détachait d'une musique jugée trop abstraite. Des albums comme Welcome, Borboleta et Illumination exploraient le jazz fusion et les influences orientales. Respectés par les critiques, ils se vendaient mal. Les concerts, autrefois bondés, peinaient désormais à remplir les salles. Bill Graham, son manager et soutien de toujours, le mit même en garde. Il s'éloignait trop du son qui l'avait rendu célèbre. Malgré tout, Santana persista. Au milieu des années 1970, il tenta un équilibre en mélangeant jazz, funk et rythme latin. L'album Amigos en 1976 le ramena dans les classements avec des titres comme Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile et Dance Sister Dance. Mais ce retour commercial fut de courte durée. La fin de la décennie fut marquée par des changements constants de musiciens au point que Santana en resta le seul membre fixe. Sur le plan personnel, il trouva une certaine stabilité en épousant Deborah King en 1973. Ils eurent 3 enfants et cofondèrent la Milagro Foundation, une association caritative pour l'éducation et la santé. Deborah devint non seulement sa compagne, mais aussi son pilier, gérant les finances et l'aidant à garder les pieds sur terre. Pourtant, à l'approche des années 1980, les fissures apparaissaient, autant dans sa carrière que dans sa vie privée. En 1982,
Santana se détourna de Sri Chinmoy, estimant que ses règles étaient étouffantes et que sa propre célébrité servait trop la visibilité du mouvement. Il mit fin discrètement à cette relation spirituelle. Mais ce départ ne régla pas tout. Sa carrière déclinait, son mariage subissait la pression de la célébrité, et ses vieux démons, solitude, doute, souvenirs douloureux, restaient toujours présents. Stardom déclinant, chagrin personnel, et le chemin vers supernatural. Au fil des années 1980, la carrière de Carlos Santana n'avait plus rien de l'éclat des années Woodstock. Les tubes qui semblaient autrefois inarrêtables devenaient rares. Bien qu'il restât respecté comme guitariste, l'industrie musicale changeait vite. La New Wave, le Hard FM et bientôt la pop calibrée dominaient et Santana peinait à trouver sa place. Il continuait pourtant à avancer. Z-Bop lui donna un souffle grâce au single Winning, entré dans le top 20. En 1982, il sortit Shango et connut un succès modeste avec Hold On. Mais ces éclairs ne suffisaient pas à masquer la tendance de fond. Santana disparaissait des classements. Celui qui avait enflammé Woodstock et rempli des arènes luttait désormais pour rester visible. Sa vie privée était tout aussi tendue. Son mariage avec Deborah King, entamé en 1973, lui avait offert stabilité et famille, mais les tournées incessantes et les tentations de la route pesaient. Au milieu des années 1980, il admit des infidélités, erreurs qui hanteraient plus tard son couple. Parallèlement, il tentait de donner un sens plus large à sa notoriété. Avec Deborah, il cofonda la Milagro Foundation pour soutenir la santé et l'éducation des enfants. Pendant un temps, cet engagement le ramena à l'essentiel. Mais à la fin de la décennie, les revers s'accumulèrent. Beyond Appearance et Freedom passèrent inaperçus. En 1990, Spirits Dancing in the Flesh fut son troisième album consécutif à ne pas décrocher de disque d'or ou de platine. Columbia Records, son label depuis la fin des années 70, le lâcha. Polydor sortit Milagro en 1992, mais ce fut aussi un échec. Pour la première fois en près de 30 ans, Santana se retrouva sans contrat. Aux yeux de l'industrie, il était un artiste du passé. Comme si cela ne suffisait pas, la tragédie frappa. En septembre 1991, Miles Davis, l'un de ses plus grands modèles, mourut. 2 mois plus tard, Bill Graham, le promoteur qui lui avait ouvert les portes de Woodstock, périt dans un accident d'hélicoptère. Perdre ces deux figures en si peu de temps fut un choc immense. Santana avoua qu'ils avaient aiguisé sa ténacité. Mais leur absence le laissa désemparé. Puis, en 1997, un autre coup dur. Son père, José, s'éteignit. La douleur fut telle que Carlos confia ne plus pouvoir écouter de musique. Celui qui lui avait appris le violon et transmis le rythme n'était plus là. L'artiste continua à tourner, mais l'étincelle semblait s'éteindre. C'est Deborah qui l'incita à tenter un pari. Elle l'encouragea à recontacter Clive Davis, l'exécutif qu'il avait signé chez Columbia à la fin des années 1960. Désormais chez Arista, Davis croyait encore en lui. Ensemble, ils imaginèrent un projet audacieux, un album de collaboration reliant sa guitare à des stars de la jeune génération. Ce projet devint Supernatural. Sorti en 1999, ce fut un phénomène. Smooth, avec Rob Thomas de Matchbox 20, resta 12 semaines numéro 1 au Billboard Hot 100, dernier numéro 1 des années 990 et premier des années 2004-2000. Maria Maria, avec The Product GNB, prit la relève et régna 10 semaines. L'album se vendit à plus de 13 millions d'exemplaires aux États-Unis et 30 millions dans le monde. Aux Grammy Awards 2000, Santana fit l'histoire. 9 trophées en une seule soirée, égalant Michael Jackson. Album de l'année, enregistrement de l'année, chanson de l'année. Il n'était plus seulement une légende du passé, mais redevenait l'un des artistes les plus actuels du moment.
divorce, obscurité et quête de guérison. Le succès de Supernatural en 1999 relança la carrière de Carlos Santana, mais derrière les Grammy Awards et les tournées à guichets fermés, sa vie personnelle s'effondrait. Mariée à Deborah King depuis 1973, elle avait été sa partenaire de vie et de travail, mère de leurs 3 enfants, et celle qui avait même sauvé ses finances lors de la crise des années 1990. Santana admit plus tard « Je serais probablement sans abri si ce n'était pas pour elle ». Mais les années de tournée apportèrent leur lot de tentations. En 2005, les mémoires de Deborah révélèrent ses infidélités. Santana avoua, s'excusa et tenta de sauver le mariage, mais il était trop tard. En 2007, après 34 ans, Deborah demanda le divorce. Pour Santana, ce fut un choc. Il décrivit la douleur comme si son cœur avait été rempli de glace. En 2008, il reconnut avoir envisagé de mettre fin à ses jours à 7 reprises. Ce qui l'a retenu, ce fut la foi. Après des années de quête spirituelle, il s'appuya sur la prière et le pardon. Il faut traverser la nuit la plus sombre de l'âme pour atteindre la lumière la plus éclatante du jour, déclara-t-il. Peu à peu, il commença à guérir. Non pas en oubliant, mais en affrontant la douleur. La musique le maintint également en mouvement. Des albums comme Shaman et All That I Am n'atteignirent pas le succès de Supernatural, mais ils démontrèrent son adaptabilité et lui permirent de rester visible. Pourtant, la tristesse persistait. Puis, en 2010, un nouveau chapitre s'ouvrit. En tournée, Santana demanda la main de sa batteuse, Cindy Blackman, une musicienne de jazz respectée. Ils se marièrent plus tard cette année-là. Carlos l'appela sa reine, une partenaire qui rétablit l'amour et l'équilibre qu'il croyait perdus à jamais. Bataille de santé, controverses et poids des années. À l'approche de ses 70 ans, Carlos Santana jouait encore avec une intensité qui étonnait ses fans. Peu d'artistes de l'époque Woodstock restaient actifs, et encore moins pouvaient remplir des arènes. Mais si les projecteurs demeuraient, le prix de décennies passées sur la route commençait à se faire sentir. En décembre 2021, Santana subit une opération cardiaque, l'obligeant à annuler plusieurs concerts. Les fans s'inquiétèrent, mais il les rassura en promettant de revenir. Quelques mois plus tard, en juillet 2022, il s'effondra sur scène lors d'un concert au Pine Knob Music Theater, dans le Michigan. Des témoins racontèrent comment le légendaire guitariste chancela soudain, nécessitant d'être escorté hors de scène, le public médusé. Son équipe confirma qu'il avait souffert d'un coup de chaleur et de déshydratation. Bien qu'il rassura rapidement ses admirateurs, l'incident souleva une peur plus profonde. Pour la première fois, le monde dut admettre que Carlos Santana, l'homme qui avait enflammé Woodstock plus de 50 ans plus tôt, n'était pas invincible. Cet avertissement fut suivi de précautions supplémentaires. Sa direction annonça le report de plusieurs concerts afin qu'il puisse se reposer. Pourtant, il refusa de se retirer complètement. Il maintint sa résidence à Las Vegas, An Intimate Evening with Santana, Greatest Hits Live. Pour lui, la scène restait non seulement un métier, mais une bouée de sauvetage. La musique était son remède, même si son corps réclamait un rythme plus lent. Mais la santé ne fut pas son seul défi. En août 2023, Santana déclencha une polémique lorsqu'au cours d'un concert à Atlantic City, il fit des remarques sur le genre et l'identité. Ses paroles provoquèrent aussitôt des critiques et se propagèrent sur les réseaux sociaux. Des associations condamnèrent ses propos, des fans exprimèrent leur déception et pour la première fois depuis des décennies, Santana fit la une non pour sa musique, mais pour la controverse. Le lendemain, il présenta ses excuses, admettant que ses mots avaient blessé et affirmant que sa mission avait toujours été l'amour et l'unité. Pourtant, l'excuse disparut vite, remplacée par un message énigmatique sur la conscience et l'énergie, laissant planer le doute. L'incident entacha une image tardive de sérénité et de sagesse, rappelant combien un héritage pouvait être fragile.
Santana continua malgré tout. En 2025, alors qu'il approchait de ses 80 ans, il sortit un album compilation intitulé Sentient, rassemblant d'anciennes collaborations avec Michael Jackson, Smokey Robinson, Miles Davis, Paolo Rusticelli, Daryl DMC McDaniels et sa femme Cindy Blackman Santana. Le disque incluait 3 titres inédits, preuve que sa flamme créative brûlait encore. Pourtant, beaucoup y virent davantage un rétrospectif qu'un nouveau départ, signe que le rideau de sa longue carrière se rapprochait lentement. La tristesse des dernières années de Santana ne réside pas seulement dans la maladie ou la controverse, mais dans ce sentiment de fragilité. Pendant si longtemps, il incarna l'énergie juvénile, sa guitare comme une arme de joie et de rébellion. Aujourd'hui, ses fans voient un homme qui a survécu au traumatisme, aux trahisons et aux pertes, mais dont le corps ne peut plus ignorer le poids des années. Il demeure l'un des rares artistes, aux côtés des Rolling Stones, à avoir placé un album dans le top 10 à chaque décennie depuis les années 60, nom est gravé au Rock and Roll Hall of Fame, et Rolling Stone continue de le classer parmi les plus grands guitaristes de tous les temps. Le parcours de Carlos Santana est fait de brillance et de douleur, une histoire qui nous rappelle que même les étoiles les plus éclatantes portent des ombres invisibles. Des rues de Tijuana au sommet de Woodstock, de la gloire des Grammy aux problèmes de santé et aux controverses, sa vie a toujours oscillé entre la lumière et l'obscurité. Aujourd'hui, à l'approche de ses 80 ans, une question demeure. De quoi se souviendra-t-on vraiment? De la musique qui a élevé des millions de personnes ou de la douleur qui a failli le réduire au silence? Et vous, selon vous, quel est le plus grand héritage de Carlos Santana, son jeu de guitare intemporel ou sa capacité à surmonter les épreuves encore et encore? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires.